Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois longueurs d'onde de 88.3, 93.6 et 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur le net, rfaradio.net et en direct sur Facebook depuis plusieurs semaines. Alors, l'émission est en deux temps. D'abord, les exposés sur la situation internationale et les grandes problématiques que nous rencontrons. Et puis, dans un deuxième temps, une partie interactive. Non, d'abord, nous écoutons des informations concernant la Martinique présentées par Thierry Joseph Léchelic. Et après, une partie interactive. Alors, cette partie interactive n'est pas retransmise sur Facebook. Par contre, vous pouvez vous rabattre sur la radio ou sur Internet pour participer aux échanges en téléphonant au 0596 03 14 03. Donc voilà un petit rappel. Et dans quelques secondes, nous allons commencer les exposés de cette matinée. Voilà, alors, deux thèmes vont nous intéresser aujourd'hui. D'abord, les réactions au plan chlordécone 4 présenté par le préfet, représentant de l'État colonial en Martinique, et dans un deuxième temps, les réponses qui sont ou qui devraient être portées à la pandémie de Covid-19, d'une façon générale dans le monde, mais en particulier dans notre pays. Donc ce sont les deux thèmes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, tout d'abord, monsieur le préfet, qui représente, nous l'avons dit, l'État colonial en Martinique, annonce un quatrième plan chlordécone. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que les mobilisations des différentes organisations, et en particulier du collectif des ouvriers agricoles, commencent à se faire entendre, puisque quelques mesures envisagent en quelque part de porter réponse à des revendications. On est évidemment très loin du compte. Et d'une façon générale, on peut considérer que l'État français reste condescendant, voire méprisant, vis-à-vis du peuple martiniquais sur cette question de l'empoisonnement de 92% de notre population. On annonce 92 millions pour la Guadeloupe et la Martinique. Donc la Martinique est de l'ordre de 40 millions pour un plan chlordécone 4 qui va s'étaler sur la durée. Et ces 40 millions étant bien entendu entre les mains de l'État français qui va décider de ce qu'il en fera. Il ne s'agit pas d'indemnisation aux victimes de l'empoisonnement massif. Nous avons dit condescendant et méprisant. Et pour que vous en preniez la mesure, on peut rappeler que 1000 ouvriers agricoles des bananeraies au Nicaragua, qui avaient porté plainte pour l'empoisonnement aux mêmes pesticides, ont obtenu plus d'1 milliard de dollars d'indemnisation. 1000 ouvriers. 1 milliard, plus d'1 milliard. Les victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique en ont obtenu presque autant, 1 milliard. Et puis on vient proposer 40 millions au peuple martiniquais pour régler la question du chlordécone et des pesticides. La semaine dernière, on a annoncé près de 1 million, 990 000 € à peu près, pour indemniser 140 planteurs en Martinique pour des pertes qu'ils ont subies à cause des intempéries. Nous serions curieux de voir le nom de ces 140 planteurs et les sommes qu'ils ont reçues. Et puis pour le peuple martiniquais, une pistache de 40 millions, c'est condescendant et c'est méprisant. De toute façon, il est hors de question que ce soit l'État empoisonneur qui décide de comment il va régler la question du chlordécone. On annonce une caricature de consultation. Le peuple sera consulté sur le plan chlordécone 4. Est-ce que le préfet a songé à ajouter à sa feuille, son attestation de circulation, une case pour dire
déplacement dérogatoire parce que je vais dans une mairie donner mon point de vue sur le plan chlordécone 4. Est-ce que c'est essentiel ou pas? On sait très bien que même s'il n'y avait pas les restrictions à la circulation libre des citoyens, ce genre d'enquête ne fait pas recette parce que les gens n'ont pas confiance dans les autorités françaises et ses administrations. Donc, en clair, c'est comme si on demandait à Al Capone, qui a dépossédé des petits restaurateurs aux États-Unis et qui est encore possesseur des restaurants qu'il a volés, de dire aux enfants, aux victimes qu'il a assassinés, bon, eh bien, attendez, je vais vous donner un petit peu d'argent, je vais vous dire comment je vais faire pour vous réparer. Non, le criminel doit être condamné et puni, et ce sont les instances judiciaires et des experts internationaux qui doivent évaluer les sommes qui doivent être reversées aux victimes et les moyens des réparations sur les plans sanitaires, etc. Bien entendu, l'État français est encore là. Il faut, par la pression, par la mobilisation, les pousser à indemniser autant que faire se peut, en attendant que des juridictions imposent que les compensations et les réparations soient faites à la hauteur qui doit être. Alors, je prends par exemple des exemples pour montrer la mauvaise foi de l'État français. Il y a quelques années, le docteur Jos Pélage, dont on doit saluer le courage et le travail extraordinaire qu'elle fait dans la lutte contre les conséquences de l'empoisonnement, avait proposé publiquement que l'État est détenteur de vastes zones non chlordéconées qui sont sous l'autorité de l'ONF ou dans des 50 parts, etc., remettre ces terres aux collectivités, aux coopératives agricoles, aux agriculteurs, aux jardins familiaux, pour qu'ils puissent produire de la nourriture non contaminée et gratuitement. Cette mise à disposition, puisque ce sont des victimes de la politique de l'État français. Est-ce que cela a été repris dans le plan chlordécone 4? Qu'est-ce que cela coûterait à l'État français? C'est qu'on n'est pas là pour régler les problèmes des populations, on est là pour maintenir le colonialisme. Au contraire, non seulement on ne donne pas les terres occupées par l'État français non polluées pour relancer l'agriculture alternative, mais on continue à prélever des taxes foncières indécentes sur les occupants légitimes, des gens sur les 50 pas, sur les territoires de l'ONF, qui n'ont pas de titre de propriété, qui ont les retraites de misère. Nous pouvons citer le cas d'ouvriers agricoles qui touchent entre 200 et 400 euros de pension mensuelle et à qui on demande 1000 ou 2000 euros annuellement de taxes foncières parce que ce sont des propriétés dont ils n'ont pas les titres et qui dépendent parfois de l'État ou de grands propriétaires. Donc, c'est une insulte, ce plan 4 n'est pas une proposition et il faut bien comprendre que les véritables revendications ne peuvent venir que du peuple martiniquais. Le collectif des ouvriers et des ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides, à partir d'une enquête de terrain, a élaboré 11 points de revendication fondamentaux. Ces 11 points-là ont déjà été présentés à des élus et seront présentés aux autorités françaises. Nous vous invitons ardemment à aller consulter ces 11 revendications pour voir que les problèmes qui sont posés en matière de réparation et de correction, de dépollution de soins médicaux sont absolument clairs, s'appuient sur des bases scientifiques et sont de nature à résoudre les conditions de vie des malades, en tout cas améliorer, et à résoudre les problèmes de relance d'une véritable économie martiniquaise. Vous pouvez voir ce mémorandum et ces revendications publiées sur le site madinart.net. Donc c'est publié en intégralité. Mais vous pouvez également voir la présentation de ces revendications qui avaient été faites aux élus
sur la page Facebook de J-Cambout. Et en dernier ressort, vous pouvez écrire au collectif ouvrier agricole, collectif singulier ouvrier agricole, MQ, tout ça appelé, @gmail.com pour avoir des renseignements et participer au travail de revendication qu'il mène. Alors, il est important de comprendre que c'est le peuple martiniquais qui doit élaborer ses revendications et doit se mobiliser pour imposer à l'État français et aux grands propriétaires terriens directement responsables de ce crime, consciemment exécuté. Donc, c'est à ce peuple martiniquais d'élaborer les revendications et de les imposer par la mobilisation. Alors, il reste qu'un État colonial ne va pas indemniser s'il n'y a pas une véritable mobilisation fondée sur l'unité du peuple martiniquais avec des actions sans concession dans une conjoncture où le libéralisme appelle aux économies budgétaires, à la destruction des services publics. Ces États colonialistes et impérialistes sont absolument insensibles à la réparation de leurs crimes et sont prêts à continuer à les perpétrer. Donc, il faut comprendre que cela ne peut être imposé que par une mobilisation massive et unitaire du peuple martiniquais. C'est là que nous devons lutter contre ce sacré syndrome de Lynch qui nous divise, qui nous appelle à nous autodénigrer. Lutter contre les divisions, fondamentalement, c'est la façon de réagir ou d'imposer aux colonialistes français de respecter nos droits et de réparer les crimes. Pour cela, il nous faut nous dépasser le subjectivisme, les idées erronées que nous avons. On prend quelques exemples des gens qui disent non, il ne faut jamais que les élus ne se mélangent dans ça, les élus n'ont jamais rien fait pour personne. Et c'est une position irresponsable, d'une part, parce que les élus sont l'interface qui permettra de répercuter et de contrôler l'application des mesures que nous avons faites. Alors, c'est vrai qu'il y a des élus inconséquents, mais la deuxième réflexion que nous devons faire, la deuxième remise en cause de nos réactions, c'est de comprendre que ce jugement sur les élus n'ont jamais rien fait, les élus sont tous corrompus, cela c'est une conséquence de l'autodénigrement de la division menée par l'impérialisme et par les colonialistes français. Parmi les élus, il y en a beaucoup, notamment, je le répète souvent, des conseillers municipaux qui s'adonnent bénévolement au travail pour aider les populations. Parmi les élus, il y en a qui sont conséquents, qui aiment leur peuple, mais qui n'ont pas de vision politique et qui se font entraîner dans des illusions de modification du système. Et puis il y en a ceux qu'on doit combattre parce qu'ils ont des thèses ultralibérales. Mais notre rôle, c'est de développer l'unité pour rassembler tous ceux qui peuvent être rassemblés, pour convaincre tous ceux qui peuvent être convaincus. Parce que l'être humain évolue, parce que l'être humain prend de mauvaises positions parfois, qui ne connaît pas des réalités, et il y a beaucoup d'élus qui ne connaissaient pas la situation des ouvriers agricoles. Les gens évoluent, et les critiqueurs systématiques, les donneurs de sentences, pourraient se demander, moi, c'est à partir de quel âge j'ai commencé à m'investir, à militer? Est-ce que mes positionnements politiques sont les meilleurs? Est-ce que j'ai une attitude respectueuse vis-à-vis des militants qui se sacrifient, des militants et des militantes qui se sacrifient depuis des décennies, qui ont déjà pris beaucoup lacrymogène, prison et perte d'emploi, de travail, etc. Est-ce que je dois me permettre, je peux me permettre, moi qui commence à comprendre les choses, à jeter des verdicts sur tout le monde? Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas humain, ce n'est pas responsable. Pour construire l'unité nationale, il nous faut réunir. Alors c'est vrai qu'il faut, comme le disait quelqu'un en réunion hier au CNCP, il faut être intransigeant sur la droiture idéologique. Il ne faut pas admettre que des politiciens
parasite le travail d'union qui est nécessaire pour essayer de rebondir. On entend des gens qui, pour essayer de se dédouaner de leur inaction et de leur inconséquence politique, venir pathétiquement dire oui, et je connais des ouvriers agricoles, il y a un temps où j'avais fait une petite manifestation avec eux, je fais des articles dans mon journal sur... C'est pathétique, parce que le problème n'est pas est-ce qu'on a pu faire un jour ou pas, et d'autant plus qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit. Le problème, c'est que faisons-nous aujourd'hui? Est-ce que le problème, c'est de dire j'ai fait, je sais, j'étais le premier, ou bien est-ce que mon problème, c'est il y a urgence à construire l'unité nationale, il y a urgence à organiser les gens pour la mobilisation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais? Est-ce que je divise? Est-ce que je fais mon petit chemin à côté pour avoir ma chapelle? Ou bien est-ce que je contribue effectivement à l'union du peuple pour pouvoir obtenir réparation? Alors, le peuple, les gens sont assez lucides et intelligents pour distinguer des gens qui sont dans la politique politicienne et puis qui viennent faire des déclarations de ceux qui militent, qui sont à leur côté, qui travaillent vraiment à l'union. Donc il est, et je finis sur ça pour la question du plan chlordécone annoncé, il est urgent que tous nous nous rassemblions dans ce combat-là. Nous y avons tous intérêt. Les marins pêcheurs qui ne peuvent pas pêcher, les agriculteurs qui ne peuvent pas disposer de terre pour travailler, dont on limite les produits. Alors c'est très bien qu'on puisse surveiller 2 ou 3 produits et puis donner un label, il faut faire ça. Mais là nous parlons de politique globale. Eh bien, les agriculteurs ont intérêt à rentrer dans cette résistance-là. Il y a également les collectivités, les municipalités, l'Assemblée territoriale, privées de budget, privées de moyens par l'État français, par le désengagement de l'État colonial français. Comment prétendons-nous développer ce pays? Comment prétendons-nous faire des campagnes électorales pour dire je vais relancer l'emploi, etc. Quand on sait que la population vieillissante est chlordéconée, que les cancers se multiplient, que les suicides se multiplient, que les malformations se multiplient, que les terres sont polluées, que les eaux sont polluées. C'est inconscient de venir continuer à tenir ce langage-là. Il faut venir dire, nous devons mobiliser toutes les forces martiniquaises et martiniquaises et les étrangers honnêtes qui prennent la place du peuple martiniquais pour imposer à l'État des revendications. Parce que des milliards obtenus par la réparation, des terres remises à la gestion des collectivités locales, vont nous donner les moyens de choisir nos voies de développement. Donc, c'est le premier point que je voulais développer concernant les annonces de monsieur le préfet représentant de l'ordre colonial en Martinique. Le deuxième élément concerne les réponses qui sont proposées face à la pandémie de Covid-19 et surtout celles qui devraient être proposées. Les médias font tout pour attirer notre attention sur les conséquences de la circulation du virus. Ah oui, il y a une zone rouge, il y a une progression, il n'y a pas de progression. Et surtout, sur les mesures annoncées par le gouvernement, il faut dire imposées par le gouvernement, pour dire, oui, voilà, il y a les chiffres comme ça, si on ne fait pas ça, vous êtes de mauvais citoyens. Donc, les médias font, oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais à aucun moment, des questions de fond qui pourraient nous amener à voir comment régler sérieusement cette question de pandémie ne sont apportées. On continue à nous bassiner avec des romans feuilletons pour mobiliser l'attention et empêcher la réflexion. Chaque dimanche, on en parle. On a parlé de Notre-Dame de Paris, on a parlé de l'assassinat de professeur d'histoire-géographie. Mais cette semaine-là, on nous a bassinés avec le procès de quelqu'un qui a assassiné sa femme. Dans des journaux télévisés, c'est le point principal. Et puis, en questions diverses, on parle de choses qui sont fondamentales. Cette politique de vautour qui est développée par les médias est absolument dangereuse. Alors, hier, pour ne parler que d'hier, au sortir du procès
des cinquantaines de caméras, de micros devant la famille, et puis on demande à chacun comment vous avez vécu, est-ce que c'était ceci, et puis les journalistes qui parlent après de leurs commentaires, et oui, et les jurés ont travaillé 2h30, d'habitude ils travaillent plus, etc. Quel intérêt ça peut avoir? Quelle méchanceté d'aller interroger la mère du criminel sur sa chaise roulante pour lui dire est-ce que la punition a été dure? Est-ce que c'est cela? C'est indécent, c'est une politique de vautour qui d'ailleurs a du succès puisqu'il y a des gens qui suivent le feuilleton, mais qui a un but d'empêcher de poser les questions fondamentales. Alors, cette parenthèse étant fermée, je reviens à la question de la pandémie et pour dire que il nous concentre notre attention sur le Covid-19. Une image pourrait nous faire comprendre le point que je vais développer maintenant. Imaginez que de l'eau est en train d'envahir votre salon. L'eau monte dans votre salon. Et puis on vous dit, prenez un chiffon, épongez, tordez, ou bien montez sur une chaise pour ne pas mouiller vos pieds. À aucun moment, on ne vous dit de chercher la cause pour vous dire, mais il y a un robinet qui est ouvert là, allez fermer le robinet. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire avec l'histoire de Covid-19. Parce qu'il faut rappeler, au-delà de ce coronavirus-là, qu'il y a une menace terrible qui pèse sur l'ensemble de l'humanité. Parce qu'il est déjà établi que les virus tueurs en série seront de plus en plus nombreux. Et que même quand on trouve une réponse à un virus, il mute. Et il faut chercher un autre. Donc, si on ne réfléchit pas sur la façon de lutter contre le développement des virus, ceci dit en passant, le changement climatique, c'est l'une des causes, mais je ne vais pas développer, c'est trop long. Et sur les façons de s'organiser pour que, quel que soit le virus qui arrivera, je ne dis pas qui arrivera, on est prêt à l'affronter. Nous sommes prêts à vivre toute notre vie, comme nous vivons là avec le confinement, la noix, etc. Et puis quand le Covid est fini, c'est le Covid-20, et puis après le Covid-30 jusqu'à notre mort, c'est une vie. Non, et puis l'humanité continuera à être dépecée. Alors, qu'est-ce que quel constat on peut faire d'abord? Que dans cette lutte contre le Covid-19, la lutte est extrêmement difficile parce que les gouvernements ultralibéraux ont saccagé les services publics de santé, d'éducation, dans le cadre des politiques ultralibérales imposées, ou plutôt commanditées, par les multinationales. Si Macron et ses prédécesseurs n'avaient pas saccagé les services de santé, eh bien, on serait beaucoup plus capable de lutter avec des lits, etc. Et ils ont l'intention de continuer, puisque pendant la pandémie, les programmations de fermeture de lits n'est pas suspendue. Donc, le problème, c'est comment surmonter les crises qui vont survenir au fur et à mesure à cause de ces coronavirus. Alors, on va commencer par voir la réponse des gouvernements capitalistes, et en particulier du gouvernement Macron. Ils essaient de persuader la population que c'est eux qui détiennent la solution miracle qui va protéger la population, permettre de réorganiser la vie et surtout de sauver l'économie. Et donc on est obligé, parce que c'est eux qui ont la solution, ils prennent les mesures. Mais en quoi consiste cette solution? Concernant la question de santé, de virus, la seule solution qu'ils mettent en avant, mettez des masques en attendant qu'on trouve le vaccin. Alors, on va rentrer dans une logique. Vaccin. Les laboratoires pharmaceutiques vont s'enrichir grassement, mais comme le virus mute, c'est le cas de la grippe, vaccin, même si on vous dit que vous n'allez pas payer, que l'État va payer avec nos impôts. Et il va récupérer ça sur des
budget qui était nécessaire à notre vie. Donc, la solution concernant la santé, c'est la logique des vaccins. Avec des incertitudes fondamentales, ils essaient de dire que les gens qui dénoncent les vaccins sont des complotistes, des irresponsables. Ce n'est pas vrai. Il existe des complotistes qui peuvent être contre les vaccins. Mais l'essentiel des gens qui dénoncent les vaccins vont dire il y a des adjuvants qui permettent le maintien, la conservation des vaccins qui sont dangereux pour l'organisme. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est du complot ou c'est pas du complot? Mais c'est vrai. Deuxièmement, les nouvelles générations de vaccins, vérifiez, les nouvelles générations de vaccins font à l'humanité prendre un risque incommensurable. Les formes traditionnelles de vaccins consistaient à inoculer un virus affaibli, atrophié, on peut dire antigène pour aller vite, de l'organisme, et l'organisme qui naturellement produit des anticorps, en le voyant venir, va réagir et va détruire les antigènes. Ça, c'était la formule traditionnelle des vaccins. Ils sont en train d'expérimenter une nouvelle forme de vaccination qui consiste à faire le corps humain produire les antigènes, les éléments nocifs. C'est votre corps, à partir de l'acide ribonucléaire, ARN, qui va produire les virus, les antigènes. Et ils disent que si c'est le corps même qui produit les antigènes, eh bien, la production des anticorps sera impulsée. Mais on n'a pas de recul scientifique pour évaluer cette affaire-là. Donc les nouveaux vaccins qui viennent là font de l'humanité une espèce de cobaye dont on va mesurer les conséquences, sur qui on va mesurer les conséquences après. Donc il y a un problème de vaccination. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut refuser à tout prix et dans toutes conditions les vaccins, puisqu'on a déjà la certitude que certains vaccins ont permis d'éliminer des maladies endémiques. Mais il faut que la recherche soit détachée du lobby des multinationales pharmaceutiques de façon à vraiment suivre des protocoles sécures qui ne mettent pas la population en danger. Ce n'est pas le cas. Donc, voilà la première solution proposée par le gouvernement, la question des vaccins, avec toutes les réserves que nous avons signalées. Maintenant, concernant le rebond économique et la réorganisation de la vie sociale, les gouvernements capitalistes, les médias travaillent beaucoup pour accréditer leurs propositions, vous disent télétravail, téléenseignement, e-commerce. On vous montre le reportage. Ah, un commerçant, il est arrivé à surmonter les difficultés du confinement parce qu'il a créé un site e-commerce, etc. Combien se suicident? Combien meurent? Combien font faillite? Combien sont capables, dans les conditions actuelles, d'investir pour développer le e-commerce, les livraisons, etc. Il y aura une sélection. Donc, il y a des propositions qui paraissent bien. Ah, e-commerce, c'est pratique, ouais, j'ai ma télé, etc. On a déjà commencé à montrer les limites avec les difficultés de s'équiper pour le télétravail à la maison, les problèmes psychologiques que ça pose d'être toujours là dans le foyer, dans quelles conditions on va travailler. On a déjà parlé des limites du téléenseignement avec la question des investissements, les coupures de liaison, les difficultés d'avoir tout le matériel nécessaire, etc. J'ai parlé pour le e-commerce. On a déjà parlé de ça. Mais il y a quand même une illusion chez les gens de croire que l'informatique, le numérique, c'est l'avenir. C'est comme ça qu'il faut réorganiser la société. Et c'est ce que les gouvernements mettent en avant. En réalité,
Il s'agit pour les capitalistes de s'adapter pour garder le contrôle de l'économie, le pouvoir et poursuivre leur pillage criminel. Comme les virus tueurs, le système a une formidable capacité à muter et à attaquer de nouveau, à devenir de plus en plus dangereux. Alors il nous faut réfléchir sur la question du numérique. Qu'est-ce qui se cache derrière la révolution du numérique? D'abord, elle est pilotée par des multinationales capitalistes impérialistes qui contrôlent les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Ce qui leur permet de soumettre l'humanité à un contrôle total. Les individus et l'ensemble de la société sont en proie à l'espionnage, à l'information totalitaire et à l'endoctrinement. Les masses populaires deviennent prisonnières de la dépendance technologique. Vous savez que quand vous achetez un smartphone ou un ordinateur, il faut mise à jour, payer, etc. On a déjà prouvé que les producteurs d'engins de téléphonie programment pour que ça meure vite ou bien inventent des logiciels pour que vous soyez obligé de payer des mises à jour, etc. C'est la dépendance technologique et c'est cher et c'est fragile. Donc dépendance technologique impliquant des dépendances financières. Combien coûte un smartphone? Combien coûte un abonnement mensuel à leur multinationale, Orange, Digicel, etc. Qui pourra suivre ça? Ou qui va s'endetter au détriment de sa santé, de sa nourriture, parce qu'il est obligé d'avoir ça? Les administrations n'acceptent plus qu'on vienne les voir. C'est par informatique qu'il faut régler les affaires. Donc dépendance technologique, financière et surtout dépendance idéologique. Puisque tout le contenu, et l'essentiel du contenu plutôt, est orienté pour qu'on pense unique, qu'on pense capitaliste, qu'on pense ultralibéral. Et il y a une censure de plus en plus puissante contre tous ceux qui ont un langage différent, alternatif. Donc ça c'est le premier crime de la révolution numérique. Mais le deuxième crime qui est particulièrement important, c'est que pour produire tous ces engins, smartphones, ordinateurs, etc., on a besoin de matériaux rares, de métaux rares, on a besoin d'un certain nombre de produits qu'on va chercher, surtout dans les pays du tiers-monde, et c'est ce qu'on appelle l'extractivisme, piller la nature, comme on a pris le charbon, on a pris le pétrole, et puis on a les conséquences que c'est, on va piller les métaux rares, et puis les déchets. Je vous invite à aller taper sur un moteur de recherche, Google ou un autre, déchets informatiques, images. On n'aura plus besoin de commentaires. Ce sont des tonnes, des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes de déchets dangereux, souvent non recyclables, qui s'accumulent, et tout cela entraîne l'accumulation des conditions pour que le changement climatique s'accélère avec toutes les catastrophes environnementales qui sont conséquentes, qui s'ensuivent. Et puis pour corser le tout, il faut parler de la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, c'est la possibilité de piller vos comptes, de piller les fichiers d'un hôpital et puis dire, bon, si vous ne versez pas de temps, vous ne pouvez pas continuer l'opération du cœur que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un cas comme ça. C'est à l'échelle planétaire que la cybercriminalité sévit. Et donc, voilà ce qu'on nous propose. Alors, il nous faut comparer cela avec les mirages qui ont accompagné la révolution industrielle en Europe, en Occident. À ce moment-là, machines, et transports, rails, trains, moissonneuses, batteuses, etc. Tout le monde disait, mais c'est formidable, ça nous facilite la vie. Et quand des gens attiraient l'attention sur les dangers, on disait, vous êtes des passéistes, vous êtes des rétrogrades, vous êtes contre l'emploi,
Vous ne voulez pas que les gens vivent bien et à l'aise. Ils étaient persécutés parfois. Aujourd'hui, quel est le résultat de la révolution industrielle que nous pouvons voir? Réchauffement climatique. Les gens qui ont perdu leur terrain dans le Nord-Atlantique, c'est une conséquence du changement climatique, entre autres. Entre autres. De la politique ultralibérale aussi. Donc, la révolution industrielle a donné ses déchets, ses maladies, malbouffe. Bref, l'échec qui est dénoncé par des centaines de milliers de jeunes, notamment dans tous les pays du monde, de cette révolution, doit nous faire réfléchir pour dire, bon, est-ce qu'on va faire le même choix, puisque ça brille, puisque c'est beau, parce que ça prétend nous favoriser la vie, les échanges, entrer dans cette logique-là, alors que nous savons les conséquences que ça aura. Ajouter à ces conséquences, celles sur l'espèce humaine, sur le cerveau, sur le développement mental des enfants, qui ont déjà été dénoncés, qui sont liés aux ondes qui se développent à côté de toutes ces technologies. Donc, comme disait Albert Einstein, on ne peut pas attendre que les responsables du problème soient ceux qui vont nous donner la solution pour le résoudre. Ils en sont responsables conscients. Alors, il nous faut parler maintenant des vraies solutions qui sont aux antipodes de ce que le gouvernement dit aujourd'hui. Là, dans l'immédiat, nous ne sommes pas au pouvoir. Les multinationales sont dominantes. Nous sommes colonisés par l'État français. Macron impose ses lois scélérates et liberticides avec ses gendarmes et ses juges à sa solde. Que pourrions-nous faire? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour lutter contre la pandémie? Premièrement, il faudrait que l'État confine les grandes surfaces. Le confinement que nous avons là, il concerne les petits entrepreneurs, les petits commerçants, et puis on peut aller dans les grandes surfaces, on peut aller acheter sa voiture, on peut même aller jouer au loto, on peut aller acheter son smartphone. Si vous aviez un État qui voulait vraiment lutter contre la propagation du virus, il aurait confiné tout ça, interdit d'ouvrir tout ça, ce qu'on vient de dire. Ça n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. C'est essentiel à leur profit seulement. Mais ce n'est pas essentiel là. Par contre, il aurait favorisé l'ouverture des petits commerces de quartier, il aurait incité, il aurait même donné des primes aux petits commerçants pour qu'ils soient ouverts, pour qu'ils puissent s'approvisionner. Cela aurait limité considérablement la circulation. Ça veut dire que les quartiers auraient pu être pas autosuffisants, mais satisfaire leurs besoins essentiels justement à partir des petits commerçants. On n'a pas à censurer un coiffeur donc ça c'est n'importe quoi. Si on confinait les grands capitalistes et qu'on finançait le développement, le fonctionnement des petits commerces de proximité en leur donnant des aides financières pour qu'ils assurent la sécurité, les distanciations, vous auriez quoi? Une réduction de la circulation. Nous n'avons pas qu'à aller en libre service là. Il va y prendre l'auto, il y aura moins de circulation. Mais ce sera volontaire et puis imposé par un caractère objectif. Alors, ça serait une première solution qui pourrait être intéressante. Deuxièmement, au lieu de persécuter 6 personnes qui sont sur une place publique, interdire un rassemblement de 6 personnes, chaque soir, pourquoi n'y a-t-il pas, comme ça s'est fait pour la dengue, des engins qui passent semer des produits qui tuent le virus? On trouve de l'argent pour aller bombarder en Afrique et partout. On mobilise l'armée à la seconde près pour aller faire des guerres. Pourquoi ce n'est pas possible de mobiliser des engins qui existent pour aller dans les places publiques, dans tous les espaces publics, semer des produits tueurs de virus, ou devant les édifices publics qui doivent être fréquentés obligatoirement
par par les citoyens, par les populations. Donc ça, c'est... L'histoire d'essentiel, c'est une insulte à la conscience humaine. Comment le petit dictateur macronien se permet de choisir ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous? Comment peut-il me dire si c'est essentiel dans mon foyer que j'aille acheter un jouet pour que mes enfants autistes ne disjonctent pas dans la maison? Comment peut-on me dire que ce n'est pas essentiel d'aller dans une librairie acheter un roman pour que mon adolescente confinée ne continue pas à se déprimer? C'est Macron et son gouvernement, c'est Véran, qui disent ce qui est essentiel pour l'humanité tout entière, pour la population tout entière. C'est une insulte à notre intelligence. Ce qui est essentiel, c'est notre liberté. C'est notre possibilité de choix, de savoir qu'est-ce qui va nous permettre de bien résister. Alors, face à ça, je dis que ce serait possible aujourd'hui, mais l'État ne le fait pas. C'est la résistance. Il faut nous organiser. Les petits commerçants doivent aller rouspéter et dans toute la mesure du possible, en prenant des consignes de sécurité et de distanciation dans les quartiers ouverts. Et puis si un monde vient du quartier, pas aller acheter carrément X, je l'ai déjà dit, mais c'est la résistance pour le court terme. Mais ce n'est que le court terme. Ce n'est qu'une adaptation à la dictature des gouvernements capitalistes. Et il nous faut penser à ce qui est plus fondamental sur le long terme, puisque nous avons bien dit que les virus vont muter, que les catastrophes vont se renouveler. Donc, pour être prêt à cette orientation qui pèse, ces menaces, à lutter contre ces menaces qui pèsent sur l'humanité, il nous faut absolument nous battre pour la restauration des services publics, notamment en matière de santé et en matière d'éducation. Là, en matière d'éducation, c'est le moment de repenser l'école et son contenu. Il y a des parents, certainement de bonne foi, qui disent il faut ouvrir parce que mes enfants vont perdre leur examen. Ils vont... L'essentiel du contenu de ce que les enfants vont prendre à l'école n'a aucun impact sur leur avenir. Quelques-uns réussissent à force de travail. Quelques-uns, à force de sacrifice, arrivent à être au haut de l'échelle. Mais parfois, même avec leur diplôme, on leur préfère des colonialistes sous-diplômés et méconnaissant notre réalité nationale. Et puis leur contenu les formate négativement. Il nous faut repenser le contenu de l'enseignement. Ce n'est pas eux qui vont le faire pour nous. Et il nous faut repenser les formes d'acquisition, les lieux d'acquisition. L'école née de la République française avait un but de centraliser et d'unir tout le monde selon les idéaux de cette dite République. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. L'école doit être plus ouverte, l'école doit être décentralisée, l'école peut être faite par des moyens médiatiques, télévision, etc., à l'échelle de quartier. Il nous faut repenser tout ça. Nous n'aurons pas le temps. Il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de propositions sur ça. Nous n'aurons pas le temps de développer. Mais il faut repenser l'école. Si l'école est fermée pour des raisons sanitaires, il faut qu'elle soit fermée pour des raisons sanitaires. Mais nous parlons du long terme. Dès la fin du confinement, enseignants, parents d'élèves, élèves, étudiants, il nous faut réunir nos consciences, échanger pour repenser l'école et imposer les changements qui doivent arranger notre situation. Je rappelle que dans les événements de mai 1968, on a parlé de bandits, de voyous, de ceux-là. Mais avant 1968 et après 1968, c'est le jour et la nuit et le jour. Parce que les parents d'élèves n'avaient pas leur mot à dire dans les conseils de classe. Les professeurs et maîtres étaient tout puissants et on n'avait pas le droit à la contestation. La sélection était 1000 fois plus dure, etc. Les événements de mai 68 ont imposé une refonte de l'école. Elle a été beaucoup de forme, pas suffisamment sur le fond, et c'est ce genre de réflexion que nous devons.
Pourquoi parler de l'éducation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Parce que des gens éduqués, des gens qui ont étudié les virus, les moyens de se protéger, l'hygiène, etc., ben, on n'a pas besoin de leur donner des amendes de 135 € pour qu'ils aient des attitudes civiques. Donc il est important qu'on développe l'éducation et l'éducation à la santé notamment, la préparation, les cours de secourisme devraient être obligatoires depuis le primaire. Pourquoi il ne va pas faire? Il faut vraiment qu'on éduque les gens au collectif, à la lutte commune pour améliorer la société. Il faut d'autre part, sur le long terme, modifier la fiscalité. Nous vivons dans un monde où l'injustice fiscale, c'est la loi. Les très gros sont défiscalisés sous prétexte qu'ils aident de l'économie. Les profits sur lesquels ils pourraient payer des impôts sont envoyés dans les paradis fiscaux. Certains ministres envoient leur fortune aussi dans les paradis fiscaux. Et puis, après avoir étranglé les petites couches populaires, je parlais tout à l'heure de 2 000 € d'impôts fonciers à une malheureuse malade qui a 300 € de retraite. Et puis c'est là défiscalisé. Et maintenant, ils sont dans nos classes moyennes. Les infirmiers sont particulièrement nécessaires pour lutter contre les crises. Et bien, ils ont qu'à dégoûter les infirmiers, ils ont qu'à voler toute l'argent avec des caisses soi-disant pour assurer leur protection sociale et qui ne leur donnent aucune garantie sérieuse. Ils sont très étranglés au point que les gens laissent ça. Donc, il faut absolument mener un combat pour une justice fiscale. Eux ne vont pas prendre la disposition, mais s'il y a des mobilisations suffisamment puissantes, on peut les pousser dans le retranchement et préparer des conditions d'avènement d'une société différente. Alors, le troisième élément sur la préparation sur le long terme, mais qui commence aujourd'hui, c'est repenser l'organisation économique de la société. Dimanche dernier, dans la partie interactive, il y a un auditeur qui demandait des précisions sur ce qu'on appelle l'économie. Nous avons fait la réponse suivante. L'économie, ce n'est pas ce que nous disent les journalistes, les économistes et les écoles capitalistes. C'est la compétitivité, il faut savoir investir, il faut savoir se vendre, etc. Ce n'est pas ça l'économie. L'économie, c'est l'ensemble des organisations mises en place par les êtres humains, par les populations, pour assurer leurs besoins, les services qui est nécessaire à leur vie. Et cette économie-là a plusieurs formes. Une forme officielle étatique qui est contrôlée par les grandes entreprises, une forme populaire, domestique, souvent et non contrôlée, et puis une forme, comment nous dire ça, une forme qui n'est pas quantifiée dans les statistiques et qui concerne les réponses quotidiennes portées par les individus pour organiser leur vie. C'est ça, l'économie, c'est ça. Si on veut résoudre des problèmes de défaillance économique, il faut tenir compte de tous ces éléments-là et non seulement des chiffres statistiques donnés sur la compétitivité des entreprises ou sur le cours de la bourse. Et quand on est dans cette perspective-là, on voit que la réponse passe par l'élaboration de circuits courts. Il faut retourner à une... Tout à l'heure, je disais, je fais retour en arrière, que pour lutter contre le Covid-19, on aurait dû confiner les grandes surfaces capitalistes et impulser le développement local. Eh bien, il faut retourner à ces échanges à moins d'1 kilomètre, comme diraient certains qui défendent ces thèses-là, pour l'alimentation, la coiffure. Il faut qu'on ait le maximum de réponses aux besoins dans un environnement proche. Premièrement, ça ressource le tissu social. Deuxièmement, ça s'assure que les richesses créées restent principalement à la base de la population. Donc, je ne vais pas être trop long, développer
les circuits courts et se battre pour éduquer, nous auto-éduquer aux véritables priorités en matière de besoins. Arrêtez de suivre des modes. Arrêtez de faire des dépenses inutiles. Je ne veux pas être trop long sur ça. Mais il nous faut retourner à des véritables priorités de santé, d'éducation, de relations sociales, de bien vivre, de bien manger, et concernant l'organisation économique. Alors, je tiens à dire une chose parce que lors des échanges interactifs qui ont suivi l'émission de dimanche dernier, il y a un jeune qui a fait une remarque concernant la possibilité pour les Martiniquais, les jeunes, d'accéder à des entreprises. Je tiens à revenir sur ça. D'abord, en disant que nous avons besoin de l'échange, dans le respect mutuel, dans l'écoute pour voir qu'est-ce que l'autre dit exactement, est-ce que j'ai bien compris. Mais nous avons besoin de cet échange, autrement nous n'allons pas nous entendre. Il ne faut pas nous laisser arrêter par des présupposés idéologiques. Nous expliquions, dimanche dernier, que notre jeunesse dans les écoles était endoctrinée, conditionnée pour faire de mauvais choix. Et nous disions qu'à l'école, quand on demande à des enfants « Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand ?» on avait pour réponse hôtesse de l'air, chanteur, footballeur professionnel et créer mon entreprise. Et j'expliquais que créer mon entreprise, c'est une manifestation d'aliénation qui veut dire je veux être chef, je veux gagner de l'argent, mais que dans l'esprit de celui qui écrit ça, il n'y a aucune conscience de l'intérêt du pays, de la possibilité de faire un apport collectif, et que c'est nocif, ça détruit la société. Alors, il y a quelqu'un qui suivait l'émission sur Facebook qui a interprété ça comme il ne faut pas qu'on crée des entreprises, il ne faut pas qu'il y ait des chefs d'entreprise. Mais ça n'a rien à voir. Mais merci à cette remarque, c'est pour ça que je dis qu'il nous faut échanger et parler, parce que ça nous permet de préciser quoi? Que quand nous parlons d'économie alternative, de circuit court, ça ne veut pas dire qu'on bannit l'entreprise privée. Ça ne veut pas dire qu'on demande aux enfants de ne pas aller très loin dans la direction d'entreprises caribéennes, mondiales. Quand nous disons, le jeune qui écrit « Je veux être chef d'entreprise », mais qui n'a aucun centre d'intérêt ou qui travaille très mal à l'école, qui mate les cours de mathématiques, c'est un problème d'aliénation. Ça ne veut pas dire, au contraire, qu'il ne nous faille pas conquérir la Lune. Et nous rappelons, et nous disons à cet ami, je pense qu'il doit nous suivre aujourd'hui, et nous disons à tout le monde, à nos enfants, à nos jeunes, battez-vous pour être excellents partout. Battez-vous pour damner le pion à tous les fonctionnaires qui viennent faire leur planche à voile ici sans être compétents, sans être intéressés par notre développement. Créez des entreprises, mais des entreprises qui servent à votre pays, qui servent à la Caraïbe, qui servent à résoudre les problèmes humains de santé, de saine alimentation. Alors je pense que notre ami aura bien compris le sens de notre intervention. Mais je veux aller vers la fin en disant que de tout ce que nous avons dit là, nous voyons bien que le gouvernement ne va pas nous laisser faire ça. Nous allons nous battre pour le faire, nous allons nous mobiliser pour protéger les entreprises. Nous n'allons pas permettre indéfiniment que parce que Félix Jean-François ouvre une société Jet Aviation Service à l'aéroport, qu'on saisisse son matériel, qu'on le persécute, qu'on refuse de l'indemniser pour mettre quelqu'un de la casse à la place. Il nous faut nous mobiliser. Ça nous ramène à la question de l'unité. Donc oui à l'entreprise, mais dans le cadre du développement martiniquais. Alors nous disions que ces gens-là ne vont pas nous laisser faire ça sans réagir. Il nous faut être conscient qu'il s'agit de lutter contre le système capitaliste et sa politique ultralibérale. C'est ça l'ennemi.
il nous faut arriver à installer un autre système plus humain, plus durable, qui puisse nous permettre de résoudre nos problèmes. Et je répète que, par exemple, les progrès technologiques qui sont utilisés par les multinationales, je disais, pour espionner les nouvelles technologies, nous sont nuisibles, mais si nous installons un système où ces technologies-là sont au service de la planification de notre travail, du développement, de l'éducation, etc., ben c'est tout bénéfice pour nous. C'est notre bénéfice que nous devons chercher. Donc, c'est la lutte contre le système, mais ce qui pose pour nous, Martiniquais, la question du pouvoir politique et de l'indépendance. Mais enfin, est-ce que cette crise de Covid-19, les décisions prises par Macron et sa bande et ses autorités coloniales de notre pays, ne nous font pas comprendre que ce n'est pas moun dehors qui pour dire nous qui manière nous pour gérer santé nous, qui pour dire nous si nous avons fermé un petit boutique ou bien si nous n'avons pas fermé. Il y a un maire de Martinique est convoqué à la gendarmerie parce qu'il refuse d'écraser 3 commerces de proximité à Long-Salam. C'est qui ça? Continuez là. Il nous faut le pouvoir politique, il nous faut être maître de notre pays, ce qui ne veut pas dire qu'il nous faut rompre des relations avec quelque autre pays que ce soit, mais qu'on a des relations sur des bases d'égalité et en privilégiant l'intérêt premier du développement de notre pays, de la protection de sa population. Donc c'est ce combat-là que nous devons mener, et pour cela, il nous faut être conscient des remises en cause nécessaires. Premièrement, l'engagement individuel et collectif. Il faut que chaque monde en fait un bagaille. Qui, même si nous ne pouvons pas déplacer, chacun peut faire quelque chose pour porter sa contribution. Grindiri a plein sac. Et puis, deuxièmement, construire le collectif, s'organiser. Parce qu'il y a beaucoup de militants, notamment parmi ceux qui sont en dessous de 40 ans, qui sont victimes de l'endoctrinement fait par la société capitaliste en disant c'est moi, individuel, l'élite, je dois me vendre, je dois être le premier, je n'écoute pas les autres, je ne dois pas me former, je n'ai pas besoin de lire, je sais, dès que j'ai... Non, nous devons tous apprendre et respecter l'apport de chacun. C'est dans le collectif, dans l'organisation. Les bonhommes soutiennent les mouvements démocratiques, c'est seulement pour dire je ne veux pas être récupéré. Je ne veux pas que la politique se mélange puisqu'il y a capé, choisir un bon pouvoir et puis détruire les thèses qui les gênent. Donc il nous faut comprendre qu'il nous faut nous remettre en question, étudier, nous réunir, discuter pour établir ensemble, chacun avec son éclairage particulier qui est nécessaire. Dans le corps humain, le foie a un rôle, le cœur a un autre rôle, les yeux ont un autre rôle. Alors, il faut que tout fonctionne. Et pour que tout fonctionne bien, il faut qu'il y ait une alimentation saine. L'alimentation étant la connaissance, la réflexion enrichie par les échanges. Il y a également la nécessité de construire des structures de démocratie directe. Pour rendre possible ce que je viens de dire, il faut qu'on assise et puis mon et puis parler à un quartier moins. Il faut qu'on connaisse Jean quartier moins. Il faut qu'on respecte Jean quartier moins. Il faut qu'on respecte des autres couches de la population martiniquaise. Il faut qu'on sorte à dans affaires. Les jeunes sont ceci, les femmes sont cela, les élus sont cela, etc. Il nous faut vraiment, sur la base du respect humain, de la droiture, de l'empathie que chacun manifeste, construire des lieux où nous pouvons échanger. Et alors, ça c'est au niveau martiniquais, mais il nous faut prendre la dimension au niveau international, parce que les multinationales et les gouvernements jouissent de la division entre peuples. Il nous faut mener un combat contre toute forme de racisme. Il nous faut mener un combat contre tous les chauvinismes nationaux, contre les endoctrinements. Combien d'ouvriers syndicalistes français j'ai entendu condamner le Venezuela et Cuba? Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes de la propagande
malhonnêtes, malpropres des impérialistes contre des régimes qui peuvent, je mets entre guillemets le régime, qui peuvent permettre à l'avancée de la population et servir de modèle aux luttes ouvrières. Donc il nous faut vraiment trier les informations, la xénophobie. Qui parle de la Côte d'Ivoire où le pion de Macron, le dénommé Ouattara, est en train de massacrer des gens pour s'imposer au pouvoir? Non, on ne parle pas de lui. On va parler de Hong Kong, on va parler de la Biélorussie, mais il n'y a qu'à jouer en tête nous. Il nous faut nous former, comprendre pour lutter contre la xénophobie, contre le racisme. Et puis, il ne faut pas tomber dans les excès. Ce matin, j'ai vu une très belle annotation faite par une jeune militante. La haine du béquet. La haine du béquet nous emmène au chaos. En gros, la haine du béquet nous emmène au chaos et n'a aucune issue. Qu'une jeune dise ça, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire et de l'espoir que nous devons avoir. Parce que quand nous dénonçons la caste des propriétaires béquets qui contrôlent l'économie martiniquaise, ce n'est pas le race, ce n'est pas l'ethnie béquet que nous développons. C'est une caste au service de la domination et qui est héritière de maîtres esclavagistes. Mais comment pouvons-nous avoir une haine contre quelqu'un parce qu'il a... Ah oui, on me glisse. La haine du béquet nous plonge dans un effet tunnel sans prévoir demain. C'est formidable. Eh bien, c'est ça qu'il faut dire. Il y a par exemple le mouvement féministe que je soutiens ardemment et majoritairement fait des choses extraordinaires pour progresser. Bon, produit des gens qui disent « Ah, tout non pas bon ». Autrement dit, on a accepté la division menée par les classes dominantes, hommes contre femmes. On a gommé dans notre esprit que tout être humain peut être bon, méchant, et que ce n'est pas une question de sexe, de race, etc. Idem pour le blanc. Il y a des gens, les blancs n'ont jamais rien inventé. Ils ont tout copié sur les noirs. Tout ça, ces excès-là, c'est parce qu'on est enragé contre la domination. On souffre et on veut se battre, mais on est contre-productif. Donc, cet appel que je dis, c'est pour montrer que le gilet jaune, c'est notre frère. Les blancs, entre guillemets, je mets blancs, les blancs qui manifestent avec Black Lives Matter ou bien au Brésil contre l'assassinat de Noirs, ce sont nos frères. Boko Haram, ce n'est pas mon frère. Donc, il nous faut arriver à surmonter ces racismes, ces xénophobies, ces aliénations. Cette aliénation qui nous fait croire que le modèle occidental est supérieur, le modèle de développement qui crée des catastrophes climatiques, la bombe atomique, l'obésité généralisée, la malbouffe, la déformation de son identité par des coachs, etc. Nous sommes des êtres humains, quel que soit l'endroit de la planète. Il y en a qui sont des scélérats, il y en a qui sont mauvais par manque d'éducation et de connaissances, et puis il y en a qui sont des gens qui sont empathiques. Prenez le nombre de bénévoles existants en France. Prenez le nombre de bénévoles qui aident les immigrés en Italie. Nous avons le droit de cracher sur ces gens-là. Nous n'avons pas honte de nous ne mettons pas en cause notre propre humanité quand nous nions les qualités des révolutionnaires, des progressistes, des caritatifs qui existent partout le monde. Mais nous servons l'impérialisme, nous sommes soi-disant belles, etc., mais nous portons de l'eau au moulin du colonialisme, de l'impérialisme et des multinationales. Donc là, c'est un appel à ce que l'humain prévale. C'est l'humain qui doit être mis en avant. Et puis l'unité de tous les peuples. Vive l'internationalisme prolétarien que chantaient les communistes. Vive l'amitié entre les peuples qui faisaient qu'on se mobilisait aux États-Unis contre les bombardements au Vietnam. Mais comprenons que ce n'est pas seulement des prises de position de soutien, c'est l'organisation aujourd'hui de passerelles entre tous les mouvements populaires du monde qui nous permettra de renverser ce système qui est en train de se fasciser. Vous avez vu l'adoption par le régime macroniste de la loi sur la sécurité. Je finirai par là.
Il y a des lois qui existent pour que si quelqu'un prend la photo d'un policier ou d'un pompier pour le salir, pour le menacer, etc., il y a des lois qui existent pour le condamner. Il y a déjà eu des condamnations. C'est sur les bases de cette loi-là qu'on essaie de condamner Christian Gilet Jaune qui a reporté les violences policières. Ils ne vont pas y arriver. Mais c'est sur cette loi-là. Donc, on n'a pas besoin de loi. Pourquoi le régime macronien aujourd'hui fait voter une loi pour dire 45 000 € d'amende et prison planent sur vos têtes si vous publiez de façon malveillante une photo de policier? Qui va juger de la malveillance? On va rentrer dans un cycle de procès. C'est pour ça que les journalistes, les organisations se mobilisent. Il y en a eu beaucoup hier dans les villes de Paris. Si cette loi-là était déjà passée, Gilet Jaune et j'oublie son nom, Antonin, serait déjà en prison parce qu'il a publié la photo de scélérats qui sont en train de torturer et Kézianussier. Ah, parce que c'était malveillant. Arrêtez. Bon, fascisme, non, ils ne vont pas passer, mais il nous faut construire l'internationalisme, renforcer l'unité de notre peuple, chaque monde, pita et tota, pour pouvoir résister contre le colonialisme français et pour prendre en main la direction de notre vie. Merci de votre attention. Voilà, alors dans quelques instants, on va écouter Thierry Joseph Angélique.